Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour une petite vidéo lecture, la suite de notre lecture Sherlock Holmes, une étude en rouge. Nous étions vraiment arrivés tout à la fin du chapitre 4. Qui était donc, je vous le rappelle, ce que John Rance avait à dire. Et donc, pour reprendre, Sherlock Holmes, non, enfin, bon, soit. Je reprends donc où nous étions arrivés. Je vous cite la dernière phrase du chapitre précédent. L'imbécile gaffeur, dit Holmes avec amertume, tandis que nous roulions vers Baker Street. Dire qu'il a eu ce coup de chance incomparable et qu'il n'en a pas profité. Je suis encore pas mal dans l'obscurité. Il est vrai que la description de son ivrogne s'accorde bien avec notre idée du second acteur du mystère. Mais pourquoi serait-il revenu à la maison après l'avoir quittée? Ce n'est pas la façon d'agir des criminels. La bague, mon cher, la bague, voilà pourquoi il est revenu. Si nous n'avons pas d'autre moyen de le prendre, nous pouvons toujours amorcer notre ligne avec la bague. Je l'aurai, docteur. Je parierai 2 contre 1 avec vous que je l'aurai. Je vous dois des remerciements pour tout cela. Sans vous, je ne me serais peut-être pas dérangée, et j'aurais ainsi manqué le plus beau sujet d'étude que j'ai jamais rencontré. Une étude en rouge, hein? Pourquoi n'emploierions-nous pas un peu le jargon des arts? Il existe ce fil rouge de l'assassinat. Il court au travers de l'écheveau incolore de la vie, qui le cache et ne le découvre que par fraction. Et maintenant, allons déjeuner, et puis nous irons entendre Norman Neruda. Sa façon de saluer et d'attaquer est splendide. Quelle est donc cette petite chose de Chopin qu'elle joue si magnifiquement? Tralalala. Se renversant dans la voiture, le limi amateur chantait comme une alouette, pendant que je réfléchissais à la multiplicité des manifestations de l'esprit humain. Chapitre 5. Notre annonce amène un visiteur. Les efforts de cette seule matinée avaient été trop pour ma faible santé, et l'après-midi, je me sentis fatiguée. Quand Holmes fut parti au concert, je m'allongeai sur le divan pour essayer de prendre quelques heures de sommeil. Vaine tentative, mon esprit avait été trop excité par tout ce qui s'était passé, et les imaginations, les suppositions les plus étranges l'encombraient. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais devant moi la physionomie torturée et simiesque de la victime de l'assassinat. L'impression que ce visage produisait sur moi était tellement sinistre que je trouvais difficile d'éprouver autre chose que de la gratitude pour celui qui l'avait fait disparaître de ce monde. Si jamais traits humains reflétèrent au plus haut degré le vice et la méchanceté, c'étaient bien certainement ceux d'Enoch G. Drebber, de Cleveland. Pourtant, je reconnaissais que justice devait être faite et qu'aux yeux de la loi, la dépravation de la victime n'était pas une circonstance atténuante. Plus j'y pensais, plus m'apparaissait extraordinaire l'hypothèse de mon compagnon, que l'homme avait été empoisonné. Je me rappelais comment il avait flairé ses lèvres, et je ne doutais point qu'il n'eût découvert quelque chose qui avait fait naître cette idée. En outre, si ce n'avait pas été par le poison, de quelle façon l'homme serait-il mort, puisqu'il n'y avait ni blessure, ni trace de strangulation? Mais, d'autre part, à qui appartenait le sang si abondamment répandu sur le plancher? Il n'y avait pas de signe de lutte, et la victime n'avait pas d'arme dont elle aurait pu blesser son adversaire. Aussi longtemps que ces questions demeurèrent sans réponse, je sentais que dormir
serait, et pour Holmes et pour moi, chose bien difficile. Son air calme et confiant me persuadait qu'il avait déjà échafaudé une théorie qui expliquait tous les faits, mais il m'était bien impossible de concevoir un seul instant quelle pouvait être cette théorie. Holmes fut bien longtemps avant de rentrer. Tellement longtemps que le concierge, je le savais, ne pouvait pas l'avoir retenu tout ce temps-là. Le dîner était servi lorsqu'il apparut. « C'était magnifique, dit-il en s'asseyant. Vous rappelez-vous ce que Darwin dit de la musique ? Il prétend que la capacité de faire de la musique et de l'apprécier existait chez les humains longtemps avant qu'on eût acquis la faculté de parler. Peut-être est-ce pour cette raison que nous subissons la douce influence de la mélodie. Il y a dans nos âmes de vagues souvenirs de ces temps brumeux de l'enfance du monde. C'est là, remarquai-je, une grande idée. Nos idées doivent être aussi grandes que la nature, lorsqu'il s'agit d'interpréter la nature. Mais qu'y a-t-il ? Vous ne semblez pas être tout à fait vous-même. Cette affaire de Brixton Road vous a bouleversé. C'est la vérité. Je devrais être plus endurcie après mes aventures en Afghanistan. J'ai vu, sans me démonter, déchiqueter mes camarades à Mirande. Je vous comprends. Il y a dans cette affaire-ci un mystère qui excite l'imagination. Qui excite l'imagination. Là où il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'horreur. Avez-vous vu le journal du soir ? Non. Il donne un assez bon compte-rendu de l'affaire. Il ne relate pas le fait que, quand on a soulevé l'homme, une alliance de femmes est tombée sur le plancher. C'est tout aussi bien comme cela. Pourquoi ? Regardez cette annonce. Je l'ai envoyée ce matin à tous les journaux, tout de suite après l'affaire. Il me passa le journal et je jetai les yeux à l'endroit qu'il indiquait. C'était la première annonce de la colonne, perdue et trouvée. Elle disait, dans Brixton Road, une alliance ordinaire trouvée sur la chaussée entre la taverne du Cerf-Blanc et Holland Grove, s'adressait au docteur Watson, 221 Baker Street, entre 8 et 9 heures ce soir. Excusez-moi de m'être servi de votre nom. Si je m'étais servi du mien, l'un ou l'autre de ces ballots le reconnaîtrait et voudrait se mêler à l'affaire. C'est très bien, mais à supposer que quelqu'un se présente, je n'ai pas de bague. Oh que si, et il m'en tendit une. Celle-ci fera très bien, c'est presque un fac-similé. Et qui, selon vous, répondra à cette annonce ? Eh bien, l'homme aux vêtements bruns, notre ami à la face rubiconde et aux souliers à bout carré. S'il ne vient pas lui-même, il enverra un complice. Ne jugera-t-il pas que c'est trop dangereux ? Pas du tout. Si ma façon de considérer l'affaire est correcte, et j'ai tout lieu de croire qu'elle l'est, cet homme risquerait tout plutôt que de perdre cette bague. D'après moi, il l'a laissée tomber quand il s'est penché sur le corps de Drebber, mais il ne s'en est pas rendu compte à ce moment-là. Quand il a eu quitté la maison, il s'est aperçu de sa perte et s'est hâté de revenir, mais il a constaté que la police était déjà sur les lieux, grâce à la sottise qu'il avait commise en laissant la bougie allumée. Il lui a fallu alors simuler l'ivresse pour dissiper les soupçons que sa présence à la porte du jardin pouvait éveiller. Et maintenant, mettez-vous à la place de cet homme. En y réfléchissant, il a dû penser qu'il était tout à fait possible qu'il eût perdu la bague après son départ de la maison. En ce cas, que va-t-il faire ? Il va chercher avidement dans les journaux du soir, avec l'espoir de la découvrir parmi les objets trouvés. Ses yeux, naturellement, tomberont sur ceci. Il sera enchanté. Pourquoi craindrait-il un piège ? À ses yeux, il n'y a aucune raison pour que le fait de trouver la bague soit associé au le crime. Il viendra. Vous le verrez d'ici 1 heure. Et alors ?
Oh alors, vous pouvez me laisser m'occuper de lui. Avez-vous des armes? J'ai mon vieux revolver d'ordonnance et des cartouches. Vous ferez bien de le nettoyer et de le charger. Nous aurons affaire à un homme prêt à tout. J'aurais beau le prendre au dépourvu, il faut être préparé à toutes les éventualités. J'allai dans ma chambre à coucher et suivis son conseil. Quand je revins avec mon arme, la table avait été débarrassée et Holmes était absorbé par sa distraction favorite, gratter son violon. L'intrigue se corse, dit-il à mon entrée. Je viens de recevoir une réponse à mon télégramme aux États-Unis. Ma façon de considérer l'affaire est la bonne. Et c'est, demandai-je vivement. Mon violon se trouverait mieux d'avoir de nouvelles cordes, remarqua-t-il. Mettez votre revolver dans votre poche. Quand le bonhomme viendra, parlez-lui sans façon et laissez-moi faire. Ne lui faites pas peur par un abord trop brut. Il est 8 heures maintenant. Oui, il sera sans doute ici dans quelques minutes. Ouvrez légèrement la porte, c'est cela. Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voici un livre bizarre que j'ai ramassé hier chez un bouquiniste, de Jurrintergens, publié en latin à Liège, dans les Pays-Bas en 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand ce petit bouquin fut tiré. Quel en est l'imprimeur? Philippe de Croix, quel qu'il ait été, sur la feuille de garde, d'une encre tout à fait passée, est inscrit Ex libris Guglielmi White. Je me demande qui était ce White. Sans doute un homme de loi du XVIIe siècle. Son écriture a quelque chose du char fourré. Ah, voici notre homme qui arrive. Pendant qu'il parlait, nous entendîmes sonner avec force. Sherlock Holmes se leva sans bruit et plaça sa chaise non loin de la porte. Le pas de la servante résonna dans le vestibule. Sa clé grinça dans la serrure et elle ouvrit. « Est-ce ici que demeure le docteur Watson ?» demanda une voix claire mais assez dure. La réponse de la servante ne nous parvint pas, mais la porte se referma et quelqu'un commença de monter l'escalier. Les pas incertains se traînaient. Mon compagnon me parut quelque peu surpris en les écoutant. On avançait lentement dans le corridor, puis on frappa faiblement à la porte. « Entrez » criai-je. À mon appel, au lieu de l'homme violent que nous escomptions, entra une très vieille femme toute ridée. Elle semblait éblouie par l'éclat de la lumière, et après une révérence, elle resta debout, à nous regarder de ses yeux chassieux et clignotants et à fouiller dans sa poche avec des doigts nerveux et tremblants. Je regardai rapidement mon compagnon. Sa figure avait une expression si déçue que je pus tout juste conserver mon sérieux. La vieille tira de sa poche un journal du soir et nous montra notre annonce. « C'est ça qui m'a amené, mes bons messieurs, » dit-elle avec une autre révérence. « Une alliance d'or dans Brixton Road. C'est celle de Sarah, ma fille, qui s'est mariée il y a 1 an et que son mari est garçon sur un vapeur de l'Union. Et qu'est-ce qu'il dirait s'il revenait et qu'il trouverait qu'elle n'a plus son alliance? Je ne peux pas l'imaginer. Lui, qui est pas déjà commode, mais surtout quand il a bu. S'il vous plaît, elle est allée au cirque hier soir avec... Est-ce sa bague? demandai-je. Dieu merci, Sarah sera aux anges ce soir. C'est bien elle. Et quelle est votre adresse? dis-je en prenant un crayon. 13 Ducon Street, Unstrich. C'est fatigant et loin d'ici. Il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Unstrich, dit Holmes sèchement. La vieille se tourna vers lui et le regarda fixement. Le monsieur m'a demandé mon adresse à moi. Sarah habite au 3
Mayfield Place à Peckham. Et votre nom c'est? Mon nom c'est Sawyer. Le sien à elle, Denis. Tom Denis, c'est son homme. Et c'est un gars actif et propre aussi quand il est en mer. Et il n'y a pas dans la compagnie un garçon plus estimé. Mais quand il est à terre, les femmes, les bars... Voici votre bague, Madame Sawyer. Je l'interrompais sur un signe de mon compagnon. Elle est à votre fille, c'est clair, et je suis content de pouvoir la rendre à son propriétaire. Mâchonnant de nombreuses bénédictions et protestations de reconnaissance, la vieille mit l'anneau dans sa poche et de son pas traînant descendit l'escalier. Dès qu'elle fut sortie, Sherlock se précipita dans sa chambre. Quelques secondes après, il en revenait, enveloppé dans un grand manteau et un cache-nez. « Je vais la suivre, ce doit être une complice. Elle me mènera à lui. Attendez-moi. » La porte du vestibule s'était à peine fermée sur notre visiteuse que Sherlock Holmes était au bas de l'escalier. En regardant par la fenêtre, je pus voir la femme passer lentement de l'autre côté de la rue, et déjà son poursuivant avait pris du champ. Ou toute la théorie de Sherlock Holmes est fausse, pensai-je, ou cela va le conduire en plein cœur du mystère. Il n'avait pas eu besoin de me demander d'attendre son retour. Je sentais que dormir me serait impossible tant que j'ignorais l'issue de son aventure. Il était près de 9 heures quand il s'en alla. Je ne savais nullement combien de temps il serait absent, et restais donc à veiller en fumant vigoureusement ma pipe et en feuilletant les pages de la vie de bohème de Murger. 10 heures sonnèrent. J'entendis les bonnes qui montaient se coucher. 11 heures, ce fut alors le pas, plus ferme, de la propriétaire allant elle aussi retrouver son lit. Il était près de minuit quand j'entendis le bruit sec de la clé de Sherlock. Dès son entrée, je vis à sa figure qu'il n'avait pas réussi. Elle était empreinte d'amusement et de chagrin qui semblèrent s'y combattre jusqu'au moment où l'amusement l'emporte tout à coup. Alors, il éclata de rire. « Je ne voudrais pour rien au monde que Scotland Yard sache ça, s'écria-t-il en se laissant tomber dans son fauteuil. Je me suis si souvent moqué d'eux qu'on ne cesserait pas d'en entendre parler. Je peux me permettre de rire parce que je sais que je leur revaudrai ça à la fin. Qu'y a-t-il donc? Oh, je n'ai pas de scrupule à vous conter une histoire qui n'est pas à mon honneur. Cette femme avait fait un petit bout de chemin quand elle se mit à boiter et à montrer de façon manifeste qu'elle avait mal aux pieds. Elle s'arrêta bientôt et appela un fiacre qui passait. Je m'étais arrangé pour être assez près d'elle, afin d'entendre l'adresse, mais point n'était besoin de tant de s'inquiéter, car elle le chanta si haut qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté de la rue. « Conduisez-moi au 13 de Duncan Street, Houndsditch » s'écria-t-elle. « Ça commence à paraître vrai, pensai-je, et l'ayant vue, bel et bien à l'intérieur, je m'installai sur les ressorts de la voiture. C'est un art dans lequel nous, détectives, devenons tout experts. Donc, nous roulons, sans nous arrêter une seconde, jusqu'au moment où nous arrivons dans la rue en question. Je saute en bas de mon perchoir avant d'arriver à la porte et tout en flânant, me voilà dans la rue. Je vois la voiture qui s'arrête, le cocher qui saute de son siège, et je le vois ouvrir la porte, puis qui reste là à attendre. Personne ne sort pourtant. Quand j'arrive près de lui, il est en train d'examiner avec rage la voiture vide et de lancer la plus belle collection de jurons que j'ai jamais entendue. Il n'y avait pas de trace de sa voyageuse, et sans doute il se passera du temps avant qu'il ne reçoive le prix de sa course. En m'informant au 13, j'ai appris que la maison appartient à un respectable pâtissier du nom de Kerwick, et qu'on n'y connaît ni Sawyer ni Denis. « Vous ne voulez pas dire, m'écriai-je, étonné, que cette femme, toute faible et chancelante,
a pu sortir de la voiture quand elle roulait, sans que ni vous ni le cocher ne l'ayez aperçu? Que le diable emporte la vieille. C'était nous, les vieilles femmes, de nous être laissées prendre ainsi. Ce devait être un jeune homme, et alerte avec ça, et un acteur incomparable, qui plus est. Son déguisement était inimitable. Il a vu qu'on le suivait, sans doute, et il a employé cette ruse pour me fausser compagnie. Cela prouve que l'homme que nous cherchons n'est pas aussi isolé que je le croyais, mais qu'il a des amis qui sont prêts à prendre quelques risques pour lui. Et maintenant, docteur, vous m'avez l'air fourbu. Suivez mon conseil. Allez vous coucher. J'étais certainement très fatiguée. Aussi, j'obéis à cette injonction. Je laissai Holmes en face du feu. Et fort avant dans la nuit, j'entendis les longues plaintes sourdes et mélancoliques de son violon. Je savais qu'il méditait encore l'étrange problème qu'il s'était donné à tâche de résoudre. Nous allons commencer le chapitre 6. Tobias Gregson montre ce qu'il faut faire. Les journaux du lendemain étaient pleins du mystère de Brixton, comme ils l'appelaient. Dans tous, on trouvait un long compte rendu de l'affaire et quelques-uns lui consacraient en outre leur éditoriaux. Il y avait peu de renseignements que nous ne connaissions. Je conserve encore dans un album de nombreuses coupures et des extraits qui s'y rapportent. En voici quelques-uns condensés. Le Daily Telegraph observait que dans l'histoire du crime, il y avait rarement eu une tragédie qui offrit des traits plus étranges. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout autre mobile, l'inscription sinistre sur le mur, tout indiquait qu'il avait été perpétré par des réfugiés politiques et des révolutionnaires. Les socialistes possédaient de nombreuses filiales en Amérique, et le défunt ayant sans doute enfreint leurs lois non écrites, avait été poursuivi par eux. Après des allusions à la Whigmeric, au Carbonari, à la marquise de Brinvilliers, aux assassinats de la Grande Route de Radcliffe, l'article concluait par une semonce au gouvernement et réclamait une surveillance plus étroite des étrangers en Angleterre. Le Standard commentait le fait que des crimes inqualifiables de cette espèce se produisaient sous une admiration libérale. Ils provenaient du déséquilibre régnant dans les esprits et de l'affaiblissement de l'autorité qui en résultait. Le défunt était un Américain qui avait vécu quelque temps dans la capitale. Il avait demeuré à la pension de la famille de Madame Charpentier à Torquay Terrace, Camberwell. Il était accompagné dans ses voyages par son secrétaire particulier, M. Joseph Stangerson. Tous les deux avaient pris congé de leur hôtesse le mardi 4 courant et étaient partis pour la gare d'Euston dans le but de prendre l'express de Liverpool. On les avait vus ensemble un peu plus tard sur le quai de la gare. On ne savait plus rien d'eux après cela, jusqu'au moment où, comme nous l'avons relaté, on a trouvé le corps de M. Dreber dans une maison vide de Brixton Road, à des miles de gare d'Euston. Comment est-il venu là? Et comment est-il mort? Ces questions sont encore enveloppées de mystère. Nous sommes heureux d'apprendre que M. et Mme Gregson et Lestrade de Scotland Yard s'occupent tous deux de cette affaire, et on présume avec confiance que ces deux fonctionnaires bien connus jetteront bientôt quelques lumières sur cette énigme. Le Daily News observait que sans aucun doute, c'était un crime politique. Le despotisme et la haine du libéralisme qui animaient les gouvernements du continent avaient eu pour effet de chasser vers nos rivages nombre d'hommes qui auraient fait d'excellents citoyens s'ils avaient été aigris par le souvenir de toutes leurs souffrances. Il régnait parmi eux un code de l'honneur extrêmement strict qui punissait de mort quiconque le transgressait.
Il fallait s'efforcer de retrouver le secrétaire Stangerson et s'informer auprès de lui de certains détails concernant le défunt. On avait fait un grand pas en découvrant l'adresse de la maison où celui-ci avait logé, résultat dû entièrement à la perspicacité et à l'énergie de M. Gregson de Scotland Yard. La lecture de ces lignes pendant notre déjeuner fut pour Sherlock Holmes et moi-même une cause de grand amusement. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui et nous poursuivrons la prochaine fois donc en chuchoté. Je suis vraiment désolée pour tous les bruits, ça a vraiment été désagréable cette fois-ci, je pense. Voilà. Vraiment désolée, je vous fais plein de gros bisous les amis. N'oubliez pas que je vous aime et à bientôt. Bye.